Bonjour à tous, bienvenue dans le Mug No Tech. Nous sommes le jeudi 8 décembre et on commence tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue de nouveau à Strasbourg pour un petit Mug No Tech, toujours aussi chill, toujours aussi posé. Salut Samuel, salut Eternalize, salut Polaire75, salut Cyril, salut Bistropixel, salut Poppy, salut tout le monde, merci d'être là sur le Mug No Tech ce matin. On va parler de plein de choses très sympathiques. Petit début de mug un petit peu en stress parce que je sais pas en fait pourquoi OBS a complètement planté. En fait, hier, quand j'ai changé de compte Twitch pour mettre celui de Nowtech, ça a planté 2 fois, mais j'étais quand même à moitié connecté. Du coup, je me suis dit: «Ça passe» et là, il y a 5 minutes, je lance le live, mais sur la mauvaise chaîne. Du coup, j'ai fait ça un petit peu à la un petit peu ça, dans le rush et dans le stress, mais écoute, si ça fonctionne, c'est super bien. Merci aux petits subs qui viennent d'arriver. Il y a le Geek Apple pour son 5e mois cumulé. Merci beaucoup. Le Geek Apple Bistro Pixel pour son 23e mois. Des fidèles qui sont là aujourd'hui. Et Aliaslu, pardon, qui renouvelle aussi pour son 29e mois d'abonnement. C'est énorme. Guillaume nous a annoncé qu'il serait en télétravail. C'est Léo qui présente exactement. Je suis aussi en télétravail de Strasbourg. J'espère qu'en tout cas vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'obsolescence programmée, le retour. On va parler de plein de petites choses très sympathiques. On va parler de l'application EcoWatt. Alors, j'ai du coup, vu que j'ai relancé comment OBS in extremis, j'espère que les scènes ne sont pas totalement pétées. Non, c'est bon, ça fonctionne. Vous allez pouvoir voir ces magnifiques articles. On va pouvoir voir ça ensemble. Merci en tout cas Melmox pour ton 23e mois d'abonnement. Merci d'être aussi nombreux à nous soutenir. Apple qui est de nouveau accusé d'obsolescence programmée en France. C'est pas nouveau qu'Apple est accusé d'obsolescence programmée. Et ça recommence une fois de plus. On va découvrir un petit peu plus en détail pourquoi. Là ici c'est une association, c'est l'association HOP. Qui veut dire halte à l'obsolescence programmée, qui a une fois de plus attaqué Apple. Alors, je vais juste éteindre le bruit des flammes, parce que j'avais le bruit des flammes en fond. Qui, donc du coup, Apple qui a attaqué encore pour certaines choses, on va le voir, mais en parallèle, on va pouvoir mettre en parallèle 2 articles de chez Phone Android, parce qu'en même temps que ça, Apple lance son programme de réparation en France. Est-ce que ça tombe pas à pic? Ça a été annoncé tout récemment, c'était annoncé mardi 6 décembre avec l'arrivée du programme Self Repair en Europe. Et donc du coup, on va parler de ces 2 choses-là en ce début de mug. Ensuite, on va parler de l'application EcoWatt, une application du gouvernement qui alerte des coupures d'électricité, qui a un franc succès récemment, qui a, je crois, plus de 300 000 téléchargements c'est la semaine dernière. Donc on va un petit peu se pencher sur ça. On va aussi parler de Waze et Renault, qui est le premier constructeur à intégrer nativement Waze dans ses voitures. Et ensuite, on verra à la fin, si on a le temps, pardon, je tape le bureau, si on parlera un petit peu de JBL qui lance Second Chance, qui est une plateforme dédiée à l'achat et la revente de produits d'occasion. C'est plutôt cool. Et on parlera peut-être de OnePlus qui lance un nouveau produit surprenant et un petit peu de piratage. Ça, on verra en fin de mug si on a le temps de voir pour tout ça. En tout cas, on passe tout de suite au Kawa. J'espère que ce petit programme vous convient. Comme dit Jérôme, de toute façon, si ça vous convient pas, je n'en ai pas d'autre. Euh, j'ai trouvé ça assez intéressant. Là, c'est un mug, cette fois-ci, porté pas mal sur la réparation, la durée de vie des appareils entre JBL, entre Apple.
Je me prends un petit thé, parce que je n'ai plus de café, et on attaque ça tout de suite. Mmh. En tout cas, merci, FL0645 pour ton 21e mois d'abonnement. Merci beaucoup, qui sub avec un prime. Merci et Melmox, je crois que je l'avais déjà dit. Apple, donc du coup, comme je disais, de nouveau accusé d'obsolescence programmée. Je vais un petit peu vous zoomer pour que vous puissiez voir mieux. Apple n'en a visiblement pas terminé avec les accusations d'obsolescence programmée. L'association HOP, qui lutte activement contre ce type de dérive, vient en effet de déposer plainte contre le géant de Cupertino, qu'elle soupçonne de sérialisation, on verra le terme un petit peu plus tard. En d'autres termes, le constructeur empêcherait les utilisateurs de réparer leur smartphone ou même de le mettre à jour. Salut Martin Morville, ça va? Petite dédicace là. Souvenez-vous, en 2017, Apple a fait face à ce qui est aujourd'hui encore l'un des plus gros scandales de son histoire. Après les accusations émises par John Poole, fondateur de Geekbench, la firme de Cupertino admet pratique d'obsolescence programmée sur ses iPhones. Bien entendu, celle-ci s'est justifiée en mettant en avant l'intérêt pour les utilisateurs, à savoir ici la préservation de l'autonomie, mais cette explication n'a pas convaincu les autorités. La France avait infligé une amende de 25 millions d'euros à la marque, tandis que l'Italie en réclamait 60 millions, plus ou moins gourmand en fonction des pays. Petite anecdote d'ailleurs, cette photo, c'est une photo de l'Apple Store de Strasbourg. Depuis, les choses se sont un peu tassées, même si les soupçons contre Apple ne sont jamais vraiment éteints. Aujourd'hui, ces derniers sont une nouvelle fois remis sur le devant de la scène, cette fois par l'association Halte à l'obsolescence programmée, HOP. Dans un document à charge d'une 60aine de pages, l'organisme accuse le constructeur de sérialisation. Et c'est là qu'on va un petit peu voir qu'est-ce qu'on entend par sérialisation. La sérialisation, donc dans un communiqué de hier, mercredi 7 septembre, l'association HOP décrit la sérialisation comme un procédé qui consiste à associer un numéro de série des composants et périphériques d'un produit à celui de l'iPhone, via notamment des micropuces. Autrement dit, Apple garde une trace de tous les composants de ses iPhones, ce qui peut lui permettre de savoir quand l'un d'entre eux est remplacé. Je cite, cette pratique touche depuis peu les pièces les plus fréquemment soumises aux pannes, écran, batterie, caméra, etc. En gros, voilà, c'est dire que Apple, dans l'ensemble de ses pièces détachées, comme le dit l'article, écran, batterie, caméra, capteur, etc., met une puce dedans qui permet en fait de suivre déjà l'origine de la pièce, si c'est une pièce d'origine ou non, si elle a été changée par Apple ou non. Et en fait, ça permet vraiment de savoir, Apple en fait peut savoir toutes les pièces, c'est-à-dire que vous avez un iPhone en kit, vous avez plein de pièces différentes, Apple peut savoir quand la pièce a été changée, ou du moins quelle pièce a été changée, etc. Quoi. Et donc du coup, ils profitent de ça, on va le voir, pour afficher des messages, ou des fois même brider l'usage du téléphone. C'est ce qui arrive pas mal aussi par exemple sur les téléphones reconditionnés. J'ai vu ça récemment. En gros, des fois, vous pouvez avoir un iPhone reconditionné, et cetera. Le reconditionneur, forcément, son travail, c'est de le remettre à neuf, le téléphone. Donc, va changer, par exemple, un écran cassé, une batterie trop usée. Sauf qu'en fait, vous vous retrouvez avec un téléphone, avec une notification en mode attention, cette pièce n'est peut-être pas d'origine, etc. Ou peut nuire au bon fonctionnement de votre iPhone. L'obsolescence est aussi due à l'utilisation de composants de moins en moins qualitatifs pour réduire le coût de production. Oui, ça peut en jouer ici. Mais après, là, pour le coup, ici, ce n'est pas trop ça qui est dénoncé par l'association. C'est plus le fait que Apple, en fait, met mainmise sur le changement de pièce de son téléphone. Bien entendu, il s'agit d'un moyen infaillible, comme je le disais, par Apple de savoir si les pièces de rechange sélectionnées par les utilisateurs ou à défaut les réparateurs sont conformes à sa propre liste de composants autorisés. Si tel n'est pas le cas, l'iPhone devient alors inutilisable, comme le rapport HOP qui constate de nombreux témoignages où le smartphone ne fonctionne plus après réparation, et ce même lorsque celui-ci est opté pour des pièces identiques et d'origine. Et ce n'est pas tout. HOP argue également que cette pratique permet à Apple de brider les mises à jour des iPhones les plus anciens. L'association cite notamment l'iPhone XR comme exemple, incapable de supporter iOS 16 pour certains utilisateurs. La dernière version du système d'exploitation déclenche en effet des problèmes avec l'écran tactile,
ce que le constructeur préfère expliquer par un souci de compatibilité avec une pièce non agréée. Une fois l'iPhone repassé sous iOS 15, le problème disparaît. Donc, en plus de ça, Apple profite en fait au fil des mises à jour de brider un petit peu l'usage du téléphone quand les pièces ne sont pas d'origine. On marche sur la tête, tu changes un composant défaillant et Apple te punit d'avoir réparé. Non mais c'est exactement, c'est un petit peu abusé. Cyril qui nous dit Cax, exactement, vraiment, vraiment Cax. C'est vrai que c'est vraiment dommage. Et Apple, de toute façon, a toujours voulu garder un petit peu mainmise sur ses réparations et sur ses appareils. Et c'est vrai qu'en fait, à chaque fois, ils se dédouanent en mode c'est pas nous qui l'avons changé, c'est pas une pièce d'origine. Alors qu'en fait, la pièce peut être d'une qualité équivalente, voire d'aussi bonne qualité que les pièces Apple. Mais vu que c'est pas une pièce Apple ou vu que ça n'a pas été changé par un centre agréé, ça déclenche un problème. Apple, du coup, est donc de nouveau accusé d'obsolescence programmée juste après le lancement de Self Repair, dont on va parler juste après. Je cite, ces dysfonctionnements constatés de manière répétée, sans information et sans solution apportée aux consommateurs ou aux réparateurs, ne sont pas de simples bugs. Ils visent à désavantager la réparation indépendante ou le reconditionnement au profit de la vente de smartphones neufs ou de la réparation captive à des prix souvent dissuasifs pour le consommateur, accuse l'association HOP. Le timing est particulièrement ironique. Pas plus tard qu'hier, Apple a lancé son service de self-repair en France. Le programme qui permet aux utilisateurs d'avoir accès à un vaste catalogue de pièces détachées pour réparer eux-mêmes leur appareil est notamment brandi comme étendard par Apple pour illustrer sa volonté de proposer des produits plus durables, à condition visiblement de ne pas dépasser une certaine date de péremption inconnue à l'achat. Espérons donc que les pièces vendues par le constructeur ne rencontrent pas les problèmes cités plus haut. Voilà un petit peu le premier article. Accusation d'obsolescence programmée amplement justifiée cette fois. En 2017, c'était quand il y avait déjà eu une accusation d'obsolescence programmée. Alors, je vais pas dire que je défends Apple, mais c'était moins invasif que ça. C'était en gros un bridage de la puissance des téléphones au bout d'un certain seuil de batterie. C'est-à-dire que quand la batterie était dans un mauvais état, si je dis pas de bêtises, en dessous des 80% d'état de batterie, le téléphone était bridé logiciellement afin de consommer moins et afin de préserver un petit peu mieux la batterie. Sauf que c'était pas du tout annoncé par Apple, c'était pas explicitement affiché. C'est donc du coup, comme on l'a vu, Geekbench qui avait découvert ça à l'époque. Et Apple, sur le coup là, avait relativement bien réagi parce que si je dis pas de bêtises, ils avaient proposé un remplacement de toute une gamme d'iPhone pendant un an ou deux à un prix vraiment compétitif. Je crois que c'était 30 euros, un truc comme ça, le changement de batterie. Ça n'empêche que c'était quand même de l'obsolescence programmée, c'est du moins considéré comme. Mais là, au-delà même d'obsolescence programmée, c'est même limite un peu pas de la pratique anticoncurrentielle, mais presque. Parce que là où sur un téléphone de toute autre marque Android, tu es libre de modifier ton écran, enfin de modifier ton écran, du moins de le changer par une pièce compatible, etc. Là, en gros, si tu prends pas une pièce Apple et si c'est pas fait par un centre agréé, tu peux te. C'est foutu. Qu'est-ce qu'on dirait si Apple ne dirait rien et qu'un iPhone explose à cause de mauvaises pièces? Oui, non, mais alors t'as toujours effectivement aussi ce côté contrôle de qualité, mais ils se cachent beaucoup trop derrière ça en fait. C'est un petit peu leur joker. À chaque fois, ils disent oui, mais machin, on veut être sûr de la qualité. Oui, mais nous, on ne peut garantir que nos pièces Apple, etc. Ça n'empêche que tu peux avoir des pièces de très bonne qualité. Alors, après, je dis pas, je suis d'accord avec toi. Tu as aussi sur le marché des pièces d'une qualité vraiment dégueulasse, des batteries qui sont vendues à quelques euros. Tu la changes, c'est une batterie qui va pas tenir, une batterie vraiment de mauvaise qualité et qui, par exemple, peut avoir un risque de gonflement, etc. Euh, Peut-on appeler ça de la dictature technique? Tu peux appeler ça comme ça si tu veux. Je pense qu'Apple fait ça pour éviter la dégradation de l'expérience utilisateur en cas de pièces non conformes, non officielles, et forcer les entreprises qui remplacent les pièces à utiliser des pièces officielles.
C'est sans doute pour ça aussi, mais tu vois, pour le coup, je suis un peu mitigé là-dedans, quoi. Parce que c'est vrai que il y a ce côté-là, mais dans ce cas, je pense que la simple notification ou le simple avertissement pourrait suffire, tu vois? Dire: «C'est pas des pièces Apple, fais gaffe, ton expérience utilisateur va être dégradée». Là, en fait, c'est, au-delà de se couvrir, c'est Apple dégrade eux-mêmes l'expérience parce que c'est pas une pièce officielle. C'est surtout ça le souci. Qu'est-ce que vous dites dans le chat? Faut pas réparer, faut changer, c'est mieux. Pas très take your time ça, hein. Il y a aussi le côté sécurité, les batteries sont dangereuses, j'ai vu des dégâts qu'elles font. Oui, non mais évidemment, évidemment. Difficile de dire que c'est de l'obsolescence programmée, il y a plein de cas où l'utilisation de pièces non garanties fait sauter la garantie. Oui, alors mais ça c'est différentes choses, tu vois? Entre faire sauter la garantie et dégrader l'utilisation du produit, tu peux très bien réparer toi-même, certes avec une pièce non officielle, certes, je sais pas, pour une autre marque et cetera, ça te fait sauter la garantie, logique, parce que c'est pas une pièce d'origine et en plus de ça, tu démontes ton téléphone, pendant qu'il est encore sous garantie donc jusque là, c'est faire. Mais au moins ne dégrade pas l'expérience, quoi. Hem, je pense que c'est pas l'utilisation de pièces officielles, mais un changement par un centre agréé qui fait une manip supplémentaire pour dire que la pièce n'a pas été changée par un bricoleur. Oui aussi, oui. Le bridage de la puissance du proc en fonction de l'utilisation de l'état ou du niveau de batterie, ça arrive tout le temps sur PC portable et qui oblige à le brancher sur secteur et personne ne râle. Oui, non mais dans ce cas-là, c'est exactement même quand ta batterie, quand tu plus beaucoup de batterie, forcément ton processeur il diminue en puissance aussi pour préserver la batterie. Sauf qu'au moins ton PC portable te dit: «Branche-le», tu vois? Il te donne une solution. Parce que d'un autre côté, il peut pas faire autrement. Là où l'iPhone ne te disait pas ne te le prévenait pas en fait. C'était surtout ça le souci. Ça peut aussi être le choix des utilisateurs de prendre un risque. Aussi, oui. Perso, au lieu de réparer les tuyaux de mon lavabo, j'ai jeté ma maison, j'en ai racheté une nouvelle. Vous faites pas ça, vous? Non mais en vrai, tu tout compris, hein, tu tout compris. J'espère au moins que tu l'as acheté dans le bac des recyclés, évidemment. Après, c'est normal qu'aujourd'hui un iPhone XR ne marche pas bien avec iOS 16. Oui, non mais en fait, il y a 2 raisons. Il pourrait y avoir le fait que ça ne marche pas bien parce que c'est un téléphone qui commence à être daté, pardon. Mais là, ça ne marche pas bien parce que c'est Apple qui le bride volontairement. C'est bien ça le souci, en fait. Et merci Technisavoir pour ton 23e mois, merci beaucoup. Toujours là, comme tu dis, évidemment. Mmh. Je vois dans le chat que ça, oui, Take My Money. Et ben, en parlant de Take My Money, on va parler du deuxième article qui va aussi Take Your Money. Du coup, avec Apple, comme on l'a vu en fin d'article, qui lance enfin son programme de réparation en France. Ça avait été annoncé il y a à peu près un an par Apple, ce programme de self-repair. Et ça y est, depuis mardi, c'est enfin disponible en France. Apple annonce du coup ce mardi 6 novembre 2022 l'arrivée de son programme Self-Service Repair en Europe. Désormais, les clients de la marque à la pomme en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, en Pologne et en Suède peuvent acheter des pièces officielles Apple d'origine et des outils pour réparer eux-mêmes leurs appareils du constructeur. Vous allez voir, c'est pas tout rose non plus. Souvenez-vous, en novembre 2021, donc c'est ça, il y a même un tout petit peu plus d'un an, Apple annonce qu'il va enfin permettre à ses clients de réparer leurs iPhones eux-mêmes. Via un nouveau programme baptisé Self-Service Repair, les utilisateurs pourront acheter des pièces détachées d'origine et des outils divers pour réparer leurs appareils. Alors, pour le moment, on va le voir après, la mesure en fait n'est compatible avec un certain nombre de produits Apple. Comme le dit l'article, seulement il faut préciser que cette mesure est loin de concerner l'ensemble des smartphones et tablettes de la marque à la pomme. Seuls les iPhone 12, 13, SE de 3ème génération ainsi que les ordinateurs portables Mac dotés de puces Apple Silicon sont concernés. Quelques mois après cette annonce, le programme Self-Service Repair a fait ses débuts aux États-Unis et désormais c'est au tour de l'Europe. Et merci beaucoup Trash Tideth. Difficile à prononcer ton pseudo pour ton 7e mois d'abonnement, merci beaucoup. Et Fairjess pour son 31e mois, merci beaucoup.
J'ai regardé le self-service pour mon iPhone, mais au final, sur un changement de batterie, tu gagnes juste 21 €. Perso, je préfère pas prendre de risque pour ce type. Cyril, tu nous spoil le reste de l'article. Mais évidemment, c'est vrai que c'est extrêmement cher et en fait, assez dissuasif, comme tu dis, pour des sommes vraiment, très faibles. C'est assez dissuasif de le faire soi-même, mais on va le voir juste après. Apple lance enfin du coup le programme Self Repair en Europe. En effet, la firme de Cupertino vient de confirmer ce mardi 6 décembre 2022 dans un communiqué officiel l'arrivée du programme Self Service Repair dans plusieurs pays du vieux continent. Comme je disais tout à l'heure, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pologne et Suède. Via ce programme, les clients pourront se procurer sur le site Self Service Repair pas moins de 200 pièces détachées et outils, ainsi que des dizaines et dizaines de manuels de réparation. Notez qu'il s'agit des mêmes manuels, pièces et outils utilisés dans les Apple Store et les centres de services agréés Apple. En plus de ça, oui, on parlait la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, de Samsung qui lançait aussi son service de self-repair. Je suis même pas allé sur le site, on ira voir ça un petit peu après, ensemble. Vous connaissez le tarif juste pour changer un écran, une batterie, voir si c'est vraiment compétitif? On va regarder ça juste après, on a des tarifs dans le chat, si tu veux, je pourrais te dire ça. Je vais citer le discours d'Apple. Nous pensons que la meilleure technologie pour nos clients comme pour la planète est une technologie qui dure. Nous concevons donc nos produits pour qu'ils soient durables et nécessitent peu de maintenance ou de réparation, a déclaré Jeff Williams, officier en chef des opérations chez Apple. Il poursuit, mais si une réparation s'avère nécessaire, nous voulons que nos clients disposent de multiples options pour les réparer de manière sûre, fiable et sécurisée, conclut-il. Encore un beau discours d'Apple. Et en plus, même les photos, franchement, elles me fument. Genre vraiment, quand tu fais une réparation, franchement, moi, je suis pas comme ça, tu vois. L'écran bien posé, petit sachet, tous les outils bien, les petites vis bien alignées. J'aimerais bien réparer comme ça, mais ça se passe jamais, quoi. Mais bon, du moins, ça donne envie. On peut pas leur en vouloir, ça donne envie de réparer toi-même ton mec. Et là, on arrive du coup au fameux problème. Bah, en fait, c'est que les pièces détachées sont vendues à prix d'or et pas que les pièces détachées. Le constructeur précise que les clients auront la possibilité de renvoyer les pièces défectueuses à Apple pour reconditionnement ou recyclage. Ça, par contre, c'est un point intéressant. En échange, ils pourront bénéficier d'un crédit d'achat. Par ailleurs, si le prix des outils à l'achat vous semble trop élevé pour effectuer une seule réparation, Apple propose de louer un kit complet pour une semaine au prix de 59,95 €. Par ailleurs, la livraison est gratuite. Encore heureux. Et donc du coup, là, on va voir un petit peu ensemble le prix de quelques pièces et quelques réparations. Euh, Noisequick qui me dit c'est bien pour les petits réparateurs, non? Bah, en effet, ça peut permettre pour un petit réparateur qui n'a pas l'agrément Apple de faire une réparation officielle. Cependant, bah, en fait, enfin, ça c'est pas compétitif. Parce que quand tu vois les tarifs qu'on va voir juste après, si tu veux en plus de ça, bah, tu as une entreprise, donc si tu veux marger dessus et cetera, les charges et cetera, tu pas du tout compétitif, tu vas être beaucoup plus cher que Apple. Donc du coup ou qu'un autre centre agréé. Donc du coup, en fait, ça tue un peu aussi la concurrence là-dessus. Et merci à Léud69 pour ton 17e mois. Merci beaucoup. Module de batterie, donc du coup, on va voir un petit peu pour là, ici, c'est des prix pour tarif pour iPhone 13. Donc le module de batterie, donc avec batterie, kit de vis, adhésif et vis de sécurité, à 77,04 €. Et en plus, il me semble, oui, voilà, avec ce tarif-là, c'est le tarif avec le crédit d'achat de renvoi de pièces détachées soustrait. Donc vous imaginez le prix. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous renvoyez votre ancienne pièce, vous avez, là par exemple, pour un changement de batterie, vous allez avoir 26,26 € de crédit en renvoyant votre ancienne batterie usagée. Module des appareils photo, oui, 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 192,76 € avec ici 36 € de crédit pour le retour de la pièce défectueuse. Comme vous voyez, les prix sont vraiment exorbitants. Quand tu sais que, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 79 € un changement de batterie chez Apple. Donc vous voyez, en fait, les tarifs, ils sont vraiment en fait, super chers, quoi.
Module d'écran, écran, kit de vis, adhésif pour écran, vis de sécurité, 327 euros. Et module haut-parleur à 50 euros. Avec, pour le coup, module haut-parleur, il n'y a pas de crédit d'achat possible. Euh, on va aller un petit peu se balader sur le site après. Hop, check. Je teste changement de caméra pour me balader sur le site, vérifier que tout va bien. Oui, vas-y. J'accepte les cookies. Je sais pas s'il y a besoin d'un... On va voir ça tout de suite. Par exemple, batterie. Ah non, il n'y a pas besoin de se connecter. On va un petit peu se balader sur le site. Si vous avez des questions, des gens qui veulent réparer des trucs à partir de l'iPhone 12, on va regarder un petit peu les prix. C'est bien pour ceux qui habitent loin d'un Apple Store ou de centre agréé, au moins tu peux le faire avec la pièce d'origine. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Après, ouais, voilà, quoi, c'est pas très... les tailles sont vraiment ultra élevées, quoi. Euh, Quelqu'un du chat pourrait mettre, bref, rappel du sommaire. Oui, sinon tu peux avoir le lien de tous les articles. Qu'est-ce que tu me disais, toi, gros? Changement de batterie chez Icon 7 pour un iPhone 8, 75 euros. Hmm. Mais même en Apple Store, il me semble officiellement, je crois que c'est 79. Après, ça dépend du modèle. Mais par exemple, iPhone 12, il me semble que c'est 79 euros de changement. iPhone SE 2020, je pourrais même pas le réparer. Ouais, non, mais c'est ça le souci. C'est qu'aussi, il y a très peu, pour l'instant, la gamme est assez réduite, quoi. Mais attendez, hop, je vais changer. Tac, navigateur. Donc voilà, ça se présente comme ça. Le petit site. Donc là, vous avez les manuels. Hop. Je suis un petit peu curieux de voir. Ah oui, d'accord, en fait, ça te ramène sur le site d'Apple. Je serais curieux de voir un petit peu comment ça se présente. Donc en gros, vous avez besoin d'une pièce, vous allez là, pardon, vous sélectionnez un produit. Par exemple, dans mon cas, je vais sélectionner un iPhone 12, 12 Pro, par exemple, dans mon cas, et j'aimerais bien changer ma batterie. Et là, du coup, on voit, voilà, module de batterie pour un iPhone 12 Pro, on est à du coup 77 euros avec TVA inclus et 50,92 € si jamais par la suite je renvoie ma pièce défectueuse. Par contre, batterie et kit de vis, ça j'avoue, alors, module batterie, je sais pas qu'est-ce qu'il rajoute dans le module batterie. Il doit y avoir une pièce en moins, peut-être les... Ah bah c'est marqué ici. Ce kit comprend batterie, kit de vis, adhésif pour écran, et celui-là j'imagine qu'il n'y a pas l'adhésif pour écran. Kit de vis, dans cette pièce, outil logiciel. Je vois pas trop qu'est-ce qui change entre les deux. En gros, l'autre t'as juste batterie, j'imagine, et les vis. Et alors que dans celui-là, t'as l'adhésif pour l'écran et les vis de sécurité. Ça doit être ça. MDR, il y a pas mal d'Apple Store en Belgique et le service n'est même pas proposé. Après, je pense que ça va venir, tu vois. Là, pour l'instant, c'est pas encore disponible dans toute l'Europe, mais j'ose espérer que ce sera disponible en Belgique, etc. Donc voilà. Après, là, tu vois, en gros, par rapport à Apple, t'économises quoi 20 euros, 29 euros, si je dis pas de bêtises. Et avec le risque en plus de mal faire une manipulation, quoi. Donc bon. Ah oui, en fait, oui, j'avais pas. Je suis bête. En gros, là, tu as le module. En gros, le module, ça comprend batterie, kit de vis, adhésif pour écran, j'imagine le kit de vis universel et les vis de sécurité. Et après, sinon, tu peux soit acheter chaque élément séparément. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, j'ai même pas fini mon article là-dessus. C'est qu'en plus de ça, enfin, si on l'a vu, au-delà déjà du prix des pièces, il faut aussi l'équipement qu'il faut pour le réparer. Donc soit c'est-à-dire qu'il faut que tu réinvestisses de l'argent dans une réparation, ou alors soit tu payes, je vais vous retrouver le prix, je crois que c'était combien? 59 euros, 59,95 € pour louer des outils pendant une semaine. Donc du coup, en fait, pour un particulier, sauf si tu es le petit réparateur de la famille et que tu fais ça pour tous tes potes et toute ta famille, ça a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'il faut investir dans du matos que tu n'utiliseras probablement qu'une fois, peut-être pas dans ta vie, mais du moins que tu vas utiliser une fois tous les 2 3 ans, au mieux. Et en plus de ça, tu payes déjà tout le kit, etc., qui coûte super cher, quoi. Donc bon,
Hop, je vais repasser sur le navigateur. Je viens de check sur le site d'Apple, remplacement de batterie sur iPhone 12 Pro, c'est 75 euros, effectivement. C'était 79 euros avant, il me semble. Ah oui, bah tu vois, c'est waouh, 4 euros d'économie. Il livre dans les départements d'outre-mer français, je ne pense pas, Sultan. À vérifier, mais là, vu que c'est Europe, je pense que ça exclut les dom-toms. Pour une semaine seulement, c'est tellement rapide. 34 euros pour les tournevis. Et il faut savoir réparer. En plus de ça, c'est surtout ça le problème, quoi. C'est que déjà que pour économiser quoi, une vingtaine d'euros par exemple pour une réparation de batterie, t'as le risque, t'as tout le risque derrière, quoi. Là ici en fait on voit aussi des outils vendus par Apple. Donc là il y a le kit d'outils du coup qui est le kit d'outils, j'imagine. Ça va être en location du coup celui-là, 59,95. Où t'as les outils etc pour chauffer l'écran, le décoller facilement. Euh, et sinon, ouais, ils vendent quoi? Ouais, du coup, des tournevis, plateau de réparation, voilà, compartiment chauffant. Waouh, waouh, waouh. Non, mais quand tu vois les prix en plus, équipement de démontage à chaud pour écran, presse pour écran. Non, et voilà, en plus, vous voyez le prix des outils, quoi. Après, c'est des outils Apple. Donc, je pense que tu peux économiser en prenant des outils pas Apple. Mais ça n'empêche que c'est quand même énorme, quoi. Et il faut savoir réparer. Attention, les kits d'outils en location d'une semaine, pas en vente. Si dans un an il y a une nouvelle réparation à faire, il faut réparer. Repayer une location d'une semaine pour les outils. Oui, c'est ce que je disais. Ce que je disais, Even Vibes. C'est que le prix là de 59,95, c'est juste la location d'une semaine. Euh, j'ai pendant longtemps remplacé les batteries iPhone 6S de mes proches. Maintenant, c'est terminé. Je fais tout faire à iConcept. Non, mais en vrai, clairement, même moi aussi, j'ai déjà fait quelques réparations. Déjà, ouais, c'est minutieux, vraiment. Euh, c'est, t'es quand même à chaque fois pas loin de un faux geste, ça peut te coûter très cher, tu peux faire du dégât. Et moi, en fait, surtout, ce que je trouve compliqué dans la réparation, c'est par exemple le remplacement. J'ai déjà fait un remplacement de batterie, je sais plus c'était sur quel iPhone, ou c'était pas sur un iPhone, ça sur un Android. Et en fait, déjà quand tu replaces l'écran, même recoller correctement l'écran, etc., c'est difficile d'être bien aligné, etc. En plus de ça, forcément, bah, t'as des fois, tu peux avoir des interstices, tu remets. J'avais de la colle, je sais plus c'est comment le nom de la colle, mais il y a une colle spéciale pour les écrans, etc. Franchement, c'est minutieux, c'est méga minutieux. Quid de la garantie concernant la pseudo-étanchéité de l'iPhone après une auto-réparation? Dans tous les cas, en fait, Garugari, l'étanchéité n'est jamais couverte par Apple. C'est-à-dire que, en gros, tu sais que ton iPhone est étanche, mais imaginons, tu le fais tomber dans les règles d'Apple. Enfin, en fait, non, t'es pas censé le faire tomber dans l'eau. Mais même imaginons, il fait juste un léger voyage dans ton lavabo rempli d'eau, un truc comme ça. Il y a une petite pastille, si je dis pas de bêtises, qui est cachée au niveau du port SIM. Et il y a une petite pastille, dès qu'il y a de l'humidité en contact avec, elle devient rose, un truc comme ça. Et donc, du coup, en fait, eux, ils peuvent voir ou pas si l'iPhone a pris l'eau. Et s'il a pris l'eau, c'est pas garanti, hein. C'est étanche, mais c'est pas garanti par Apple. Oui, mon Huawei P9, il y avait un fil, ne rentre plus. Ouais, non, mais honnêtement, moi, quand j'avais fait, je me souviens, l'écran, j'avais eu du mal à réaligner correctement. Et genre, il y avait un tout petit trou, enfin, un trou, une petite interstice, quoi. Et c'était vraiment pas quali, quoi. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je veux aller aussi aller sur le site d'Apple, voir aussi prix, réparation, hop, Apple. On va aller voir pour comparer un peu. À partir du moment où ils annoncent une norme IPX7, ils ne peuvent pas ne pas prendre en garantie un souci d'étanchéité. Bah écoute, il me semble, alors dans le chat, confirmez-moi, dans ce cas si je dis des bêtises, mais il me semble que vraiment l'étanchéité n'est pas garantie par Apple. En gros, c'est un petit plus. Tu sais que tu as peut-être le droit à l'erreur, mais si ton droit à l'erreur il n'est pas respecté, enfin respecté, si bah, il y a quand même de l'eau qui s'infile dans ton iPhone et que ton iPhone est mort, ce ne sera pas pris en charge par Apple. Et de l'autre côté, c'est aussi un petit peu compliqué, et ça pour le coup je les comprends,
Un mec qui va dans la mer avec son iPhone, machin, en plus l'eau de mer, voilà, bien salée, donc bien, incorrosif et 2 en plus de ça, bien conducteur. Ton téléphone il est pété, versus le mec qui fait vite fait tomber une goutte d'eau sur son téléphone et qui fonctionne pas. C'est difficile en fait de faire la comparaison et si tu commences à garantir tous les iPhones, pour des soucis d'étanchéité, je pense qu'il y aura un petit souci. Surtout qu'il faut que ce soit utilisé quand même dans des bonnes conditions. Si le mec qui va, se baigner, ou qui va faire de la plongée à 10 mètres de profondeur avec son iPhone, forcément le truc il va pas survivre, quoi. Bossé 6 ans comme tech chez Apple Care et je promets que ça passe pas en garantie. Hey, merci Sayer Wellman, c'est bien ce que je pensais. Aucun smartphone avec norme IP n'est garanti, nous dit FRJS. L'iPhone 12 mini qui a fait un séjour dans la piscine sous garantie, Apple n'a jamais rien fait. Ouais, bah logique, hein. Aucun smartphone n'est garanti pour l'étanchéité. Oui, donc c'est bien ce que je pensais. J'avoue que je me suis peut-être que ça avait changé. Mais moi, je me souviens, j'avais de l'iPhone 10 ou iPhone X, je ne sais pas quels sont vos teams. Et je l'avais fait tomber vraiment dans les toilettes. Mais genre, vraiment, je l'ai vu tomber, le truc est tombé, je l'ai récupéré. Et alors, il fonctionnait encore, mais genre le Face ID, en gros, les premières générations des iPhone 10, ils avaient ce problème que, je me souviens, j'avais tapé Face ID, vraiment dans Google, il y avait Face ID O qui revenait. Et en gros, il y avait vraiment un souci d'étanchéité au niveau des capteurs Face ID. Du coup, j'avais un Face ID qui était complètement mort. Et pareil, bah, un Face ID, ça coûte super cher à remplacer. Et pour le coup, il n'y a que Apple qui peut le remplacer. Ou alors, c'est vraiment chaotique parce que justement, tout ce qui est biométrique, tu sais pas réparable soi-même. C'est-à-dire que tu peux avoir la pièce, tu peux avoir acheté même une pièce Face ID officielle, tu la montes sur un iPhone, ça ne fonctionnera pas parce qu'en gros, pareil, chaque pièce Apple et surtout spécifiquement surtout pour les pièces biométriques, donc genre Touch ID, Face ID, là pour le coup c'est pour quand même des raisons de sécurité, est rattaché à une carte mère et un numéro de série. Si tu en mets un autre, ça ne fonctionnera pas. Donc du coup, il faut reprogrammer le Face ID avec le, le comment, le numéro de série de la carte mère, si je dis pas de bêtises. Après, il y a certains réparateurs, mais genre vraiment c'est chaud à faire, qui dessoudent la mini puce qui est vraiment microscopique de l'ancienne Face ID, qui la remettent sur la nouvelle pour que ce soit compatible. Mais c'est vraiment vraiment compliqué. iPhone 12, 13 et 14 résistent à quoi exactement? Exposition d'eau. Euh, la pièce est liée à une puce sur la carte mère et on ne peut pas les découpler. Ouais, c'est ça, voilà. En fait, en le mettant dans les toilettes, tu as voulu tester le Face ID. Exactement, exactement. Apple Store Opera qui te fait croire que c'est la vitre de l'iPad est scellée à l'écran pour toi vendre un neuf, c'est du vécu. Ah ouais? Euh, éclaboussure à l'eau et à la poussière. Hmm. Alors attendez, hop, je voulais voir justement type de service. Euh, pourquoi je peux pas sélectionner? Merde. Réalisez vos choix ci-dessous. Je voulais faire une petite estimation chez Apple, mais j'y arrive pas. C'est bizarre. Type de service. Obtenir une assistance. Ouais, mais après, ça va être sur mon iPhone, non? Réparation de dommages et physique. Ouais, bon. J'aurais aimé avoir le tarif des réparations. Dommage. C'est pas grave. Bref, comme vous le voyez, euh, ce n'est pas tout rose. Wow, Popo, merci Pauline pour ton premier mois. Merci, c'est rare que tu viennes en live. Merci Pauline. Euh, donc du coup voilà un petit peu pour des pièces Apple. Comme vous voyez, c'est vraiment que c'était qui? C'était Cyril qui nous disait tout à l'heure. Pour par exemple, là, dans mon cas, changement d'iPhone, en gros, j'économiserais 24 euros à le faire moi-même, sans compter le prix des outils, sans compter le risque que je fasse une bêtise, un truc comme ça. Qu'en gros, à 20 euros près, ça vaut vraiment pas le coup de prendre le risque, quoi. Imaginons, genre, j'aurais économisé peut-être, allez, on va dire 50 euros, ça aurait commencé à être intéressant. Mais là, franchement,
Franchement, c'est vraiment pas intéressant et même dissuasif, quoi. Euh, B-Striker, mon iPhone 13 a pris l'eau de mer, il fonctionne bien. Bah après, non mais en vrai, oui, il y a quand même une bonne étanchéité sur les iPhones, tu vois. Même au niveau de la carte SIM, t'as un petit joint, etc. C'est quand même entre guillemets fait pour, c'est fait pour les accidents, tu vois. Mais c'est pas, ça n'empêche que c'est pas garanti et c'est pas non plus 100% fiable, quoi. Donc bon, voilà tout. On a vu un petit peu, on a fait un petit peu le tour là sur les articles Apple, donc du coup Apple qui est accusé d'obsolescence programmée, qui en parallèle lance en France son service de réparation. Voilà, je trouvais ça quand même assez intéressant parce que on sent de toute façon quand même qu'il y a alors une volonté des marques et aussi des obligations européennes de réparation. Mais on sent quand même, la semaine dernière, on avait parlé ensemble de Samsung qui lançait aussi son kit. C'est quand même bien qu'il y ait du moins les choses qui soient faites. Après, peut-être qu'il y aura des régulations qui viendront par la suite pour peut-être réguler les prix. Parce que là, honnêtement, c'est vraiment dissuasif de le faire soi-même. Après, on peut pas déjà enlever le fait que c'est possible. Parce qu'avant, soit si tu passais pas par un centre Apple agréé ou Apple, tu ne pouvais pas réparer ton iPhone dans les règles d'Apple, dans le sens où tu avais une notification comme on l'a vu avant, etc. Là déjà, juste en proposant ce service, ils se dédouanent en mode mais si, c'est possible de réparer soi-même, il faut utiliser juste une pièce Apple officielle, etc. etc. Donc, je trouve ça quand même bien qu'il y ait ce genre de choses qui soient faites. Après, pour le moment, ça reste un petit peu superficiel, un peu peut-être marketing et un peu surtout dédouanement en mode genre regardez, on donne la possibilité de le faire, mais c'est méga dissuasif. Euh, je crois que sur certains modèles d'iPad, le LCD est lié au tactile, mais en général, on peut changer le tactile uniquement sur iPad, mais c'est risqué. Plus relou les iPads que les iPhones. Enfin, surtout que Sir Valmont, là, je crois que Apple en fait le fait pas. Genre, si t'as le tactile qui est pété, il te change tout. Parce que comme tu dis, c'est possible de le faire, mais il faut décoller les couches de l'écran, recoller, et c'est un peu chaotique, quoi. Enfin, c'est un peu compliqué à faire. Et ça prend du temps. Il faut aussi prendre en compte que c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas d'Apple Store à proximité, ce qui est mon cas. Oui, évidemment. Évidemment, c'est vrai que c'est pas mal. Pour ceux qui n'ont pas d'Apple Store près de chez eux. De quoi, du coup, va-t-on parler hop, je vais fermer ça. On va parler du coup de EcoWatt. Qu'est-ce que EcoWatt? C'est une appli du gouvernement. J'avoue que je connaissais pas, je viens de l'apprendre. Qui alerte des coupures d'électricité. Donc, depuis les annonces d'éventuelles coupures d'électricité cet hiver, les Français ont téléchargé en masse l'application EcoWatt. Mais qu'est-ce que c'est finalement EcoWatt? L'application EcoWatt, dernière née des applis gouvernementales, connaît un succès fulgurant, alors que certaines craintes autour de coupures d'électricité cet hiver s'intensifient. Xavier Pichazik, difficile à prononcer, président du directoire de RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, annonçait 300 000 téléchargements cette semaine au micro de France Inter le 6 décembre. Il a ajouté, je cite, on était 700 000 téléchargements dimanche soir, cela a doublé en quelques jours. C'est vrai que ça fonctionne plutôt bien pour une appli gouvernementale. Ce n'était pas le cas de toutes les applis gouvernementales. Les Français ont donc répondu à l'appel au téléchargement du gouvernement, mais EcoWatt, qu'est-ce que c'est exactement? Je ne sais pas d'ailleurs si dans le chat, il y en a certains qui ont déjà téléchargé ou qui connaissent même l'existence de cette application. Développée par RTE et l'Agence de la transition écologique, l'ADEL, l'application EcoWatt est aussi disponible en version web. On va regarder ça juste après. Depuis n'importe quel navigateur. Dans une interface sobre, noir et vert et minimaliste, l'application EcoWatt est donc à la portée de tous. Le service permet de suivre en direct l'état du réseau électrique grâce à un code couleur vert quand tout va bien, orange quand le réseau commence à se surcharger et rouge quand le réseau est vraiment saturé. Dans ce dernier cas, les coupures sont alors envisagées. EcoWatt permet aussi de s'inscrire à des alertes SMS ou d'activer les notifications pour être prévenu lorsque le réseau électrique s'annonce tendu sur les 3 jours à venir. Pour obtenir des informations locales, il suffit d'entrer son adresse, l'application ne demandant aucun accès à vos données de géolocalisation. Plutôt cool. Qu'est-ce que vous me dites dans le chat? Je l'ai pris au tiers comme l'application Covid. Non, mais c'est exactement ça. Du moins, ça a l'air de mieux fonctionner que tous anti-Covid. Commentaires sur Apple Store sont
Dithyrambique, grosse arnaque cette appli EcoWatt. Ah ouais? Bah on va voir ça. On va voir ça ensemble. EcoWatt n'est pas seulement une application d'alerte. Le gouvernement promet que son appli permet aussi de mieux consommer l'énergie. Pour cela, EcoWatt liste des petits gestes du quotidien qui permettent d'économiser. Parmi eux, on retrouve les gestes martelés par les membres du gouvernement: baisser la température à 19 degrés, couvrir les casseroles pendant la cuisson, réduire l'utilisation de l'eau chaude, faire tourner les machines à laver aux heures creuses, éteindre ordinateur, console et généraliser l'utilisation d'ampoules à LED. Dans l'absolu, la démarche est bonne, mais l'outil est selon nous incomplet. On aurait aimé par exemple trouver des informations précises sur la quantité d'énergie consommée pour chaque geste effectué. Par exemple, l'ADEME indique que baisser la température de 1 degré dans chaque foyer permettrait de réduire la consommation nationale de 7%. Rappel Libération. Pour le cas des machines à laver et des sèche-linges, EcoWatt n'indique pas non plus l'énergie consommée en utilisant les modes éco. Aucune mention non plus d'ampoules connectées qui permettent de mettre en place des scénarios anti-gaspillage ou de réduire l'intensité de la lumière. Quoi qu'il en soit, si EcoWatt se révèle être un bon outil de suivi d'optimisation de la consommation d'énergie, il n'est pas non plus recommandé de tomber dans une psychose. Certes, RTE prévoit une puissance électrique moindre par rapport aux autres hivers, 40 gigawatts contre 50 à 60 habituellement, mais les Français semblent avoir entendu le message des autorités. Je cite: On commence à voir que les courbes est bien orientée, les ménages se sont engagés dans la sobriété, se félicite Xavier, on va l'appeler Xavier, président du directoire de RTE, le gestionnaire du réseau électrique, a quand même observé une baisse quand même notable de 6-7%. Lui-même nous dit pas de panique donc. Et je suis totalement d'accord avec lui. Quand je vois des articles de gens qui achètent ou des gens qui vendent des batteries de secours pour faire face à comment dirais-je, aux coupures d'électricité, il faut pas non plus aggraver le problème, quoi. Je veux dire, déjà on nous parle de sobriété, il faut aussi être sobre dans ce qu'on achète. Je pense et j'espère et suis même persuadé que, bah, les coupures vont être quand même, assez, contrôlées et de courte durée aussi, je l'espère, et c'est pas en achetant une batterie, en essayant de s'équiper plein de trucs de groupes électrogènes qu'on va vaincre ça. EcoWatt comprend les outre-mer français. Sultan, tu me poses toujours ces questions, j'en ai aucune idée, mais j'imagine une fois de plus que non. Je vais être très honnête avec toi, voilà, c'est France métropolitaine. Voilà, là on est sur EcoWatt. Merci d'ailleurs Rioxys pour ton 3e mois d'abonnement, merci beaucoup. En vrai, l'interface, première vue, je le découvre avec vous, l'interface, je vais être très honnête. C'est vrai que plutôt sympa. Après, c'est vrai que je comprends directement ce que veut dire ce que disait l'article. C'est simplifié, voire peut-être un petit peu trop simplifié. Après, je comprends que pour le côté grand public, là, tu vois, en gros, tu es censé voir. Là, on a que des scénarios verts. Donc, on peut pas voir ce que ça donne. Mais en gros, j'imagine que là, dans ces petits carrés, chez onduleurs, ça fait des années que je les ai avec batterie. Contre rupture de stock, des convertisseurs électriques. Ouais, non, mais voilà, il y a plein de gens qui se jettent là-dessus. Euh, oui, ce que je disais, c'est du coup dans les petits carrés là, du coup qui passent du coup de vert, orange ou rouge dans les créneaux horaires, pour dire voilà, orange système tendu et en rouge système très tendu, avec des coupures inévitables si on baisse pas la consommation. Après, je trouve ça quand même cool dans le sens où c'est très simplifié, donc compréhensible de tous. Après, c'est vrai que il manque peut-être une petite, peut-être un mode avancé, par exemple, pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus. Mais il me semble qu'il y avait un autre site, je sais plus comment ça s'appelait, où tu vois ce que consomme chaque pays, ce qu'un pays importe, ce qu'un pays exporte. Faudrait que je le retrouve. Si coupure IA sera pour une durée de 2 heures maximum, nous dit Jamy, évidemment. Le matin, et a priori jamais 2 fois le même foyer, évidemment, si rien ne dégénère. Donc bon, restons optimistes et n'aggravons pas la situation. Je suis totalement d'accord, faut vraiment pas tomber dans la panique, faut pas commencer à se suréquiper d'équipements qui ne serviront pas ou très peu. Et voilà. On dirait un site pour tester son débit internet. Un peu, c'est vrai qu'il y a une vibe speed test dans l'air.
Je pense que c'est pas à nous consommateurs de faire changer les choses, mais au modèle capitaliste qui fait qu'on en est là. Voilà, ça dénonce, ça dénonce. Stick 23. Non, mais il faut que tout le monde joue le jeu. Je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera. Euh, c'est juste, ouais, voilà, hein, pour le réseau métropole, même la Corse n'est pas concernée. Euh, Par contre, elle m'a pas demandé mon adresse LAP chelou. Ah, bizarre. Mais du coup, ouais, comme on voit, ça par exemple, ça peut être cool pour des gens qui veulent pas télécharger l'application, qui n'ont pas un téléphone qui supporte l'application, c'est possible aussi. Il y a du coup cette petite alerte SMS. Ça, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Ça permet d'au moins, tu vois, de prévoir. Tu vois, tu sais que entre telle heure et telle heure, ça risque d'être tendu. Ça peut, te permettre de réduire ton usage. Je sais pas, tu avais prévu de faire cuire tes pommes de terre pendant 30 minutes. Bah, tu le fais pas. Tu avais prévu de faire tourner ta machine à laver. Bah, tu lui dis, bah, c'est pas grave, je le ferai demain ou je le ferai dans quelques jours. Je trouve ça assez cool, le côté alerte et côté permettre aux gens d'agir avant qu'il ne soit trop tard et avant que les gens se retrouvent aussi devant le fait accompli en mode mince, j'ai plus de courant. Si en plus de ça, on peut recevoir une notification pour dire attention, entre telle heure et telle heure, il y a un risque de coupure, donc si tu as des trucs à faire importants ou qui a besoin d'électricité, bah fais-le maintenant. Euh, du moins pas des gros usages, mais je sais pas, peut-être utiliser ton ordi, finir un mail, j'en sais rien, c'est un exemple. Et en plus de ça, ça permet aussi de te dire, bah, entre ces heures-là, fais gaffe et évite de trop consommer. Et je pense que voilà, si tout le monde joue le jeu, ça peut permettre de pas avoir de coupure du tout. Hmm. Oui, enfin, tout le monde, il y a quand même une grosse inégalité dans l'accès aux ressources. Une personne pauvre consomme moins qu'une personne riche ou une grosse entreprise. Donc chacun sa responsabilité, oui, mais certains plus que d'autres. Oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Mais je trouve que si tout le monde met le jeu à son échelle, c'est déjà bien. Euh, Salut pour le lien, je peux te l'envoyer sur la production et l'envoi de l'électricité. Bah oui, merci Mikoto Off. Tu peux me dire c'est quoi le site? Comme ça j'irai voir. Et merci La Pluche pour ton 6e mois. Bonjour la team, salut et merci beaucoup pour vos... Ouais, parce que Mikoto Off, tu peux pas envoyer de lien dans le chat. Il va être automatiquement euh, banni pour des raisons de sécurité. Mais si t'as le site, c'est cool. Ou envoie en MP1 modo. Ah oui, c'est ça, RTE, peut-être. Ouais. Je. Trop fort. Ah, pardon, en plus, j'ai même pas vu. On me disait que le son était un peu fort. Des subs et compagnie. Excusez-moi, j'ai mal réglé mes trucs. T'en viens voir que j'aille regarder un petit peu sur RTE. Non, non, mais y a pas de souci, Mikodov. Merci en tout cas de proposer, c'est cool. Ah oui, alors là, il y a RTE qui nous dit comment tu. Production d'électricité, consommation. Donc déjà, c'est vrai que sur le site d'RTE, tu as déjà un petit peu plus de chiffres. Mais après, je sais plus. RTE, production, barre filière. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Je vais vous le montrer. Tac. Je vais vous mettre ça là. Hop. Navigateur. Alors après, oui, c'est un site qui est quand même différent, on peut le voir. Là, ici, en fait, ça permet de voir en live les sources de consommation d'énergie. Là, on voit un récap sur le côté, ou sinon, là, on voit en fait heure par heure, même plus que heure par heure, tous les quarts d'heure, en fait, le, comment, les portions de production d'énergie. J'ai fait mon bac avec RTE en alternance. Ah, cool. Donc voilà, on voit là, en effet, qu'en France, on a une grosse partie nucléaire. Ah, quand même une faible partie d'import. Tu vois, je pensais pas qu'on importait autant, entre guillemets. On peut avoir quand même en grosse partie, de toute façon c'est récap là, hein. Et dans l'ordre, c'est quand même nucléaire, gaz, hydraulique, charbon, éolien et bioénergie. Et en plus, je savais même pas qu'il y avait aussi le pompage qui était indiqué. Pour info, les alertes EcoWatt sont intégrées à l'application EDF. Bon à savoir, merci en tout cas.
Et tu vois, là aussi, il y a un autre affichage qui permet de montrer un petit peu ce qu'on importe, ce qu'on exporte et notre consommation. C'est différent, c'est vrai que c'est plus technique, quoi, c'est moins grand public. Donc, c'est ça qu'on peut pas critiquer à l'autre, c'est c'est son côté très simple, quoi. Flux, énergie, pays. Je sais plus. Carte, temps réel. Je sais qu'il y en avait une où tu voyais pour le coup des autres pays et, et aussi ce qu'ils produisaient. Genre en gros les sources. Je vais essayer de vous trouver ça. Peut-être celle-là, ça va être un truc open source, un truc sur GitHub. Ouais, ça y est, j'ai trouvé le site que je voulais. Hop, navigateur. C'était celui-là. C'est Electricity Map. Et en fait, je trouve que c'est assez intéressant. Ça permet de voir déjà, la source. Là, en fait, on voit en fonction des couleurs, vous voyez en dessous, c'est l'intensité. Ah non, vous voyez pas parce qu'il y a ma cam à ce niveau-là. Mais en gros, c'est l'intensité carbone. Donc, en gros, plus c'est foncé, plus ça émet de carbone. Et plus c'est vert, moins il y en a. Et du coup, en fait, en plus de ça, ouais, tu peux voir les flux. Là, tu vois, on voit que la France importe beaucoup en ce moment. Et là, du coup, on voit qu'on est à 183 d'intensité carbone, donc 183 grammes de CO2 par kilowatt. C'est parce que je pense qu'on utilise pas mal de gaz en ce moment, en temps réel. On voit l'Allemagne là, qui eux, utilise énormément de charbon, qui sont loin dans les scores. La Pologne, n'en parlons pas, aussi encore plus de parts de charbon, la Pologne. Donc on voit, hein, je trouve ça assez intéressant, quoi. Mais et là, à mon avis, là, alors eux, soit ils sont en nucléaire, soit ils sont en renouvelable. Ouais, hydraulique, beaucoup de la Suède, beaucoup d'énergie renouvelable, d'hydraulique et d'éolien, de ce que je vois. Mais voilà. Pourquoi la Corse est noire? Je vais te dire ça tout de suite, parce qu'à mon avis, ça doit produire ça doit utiliser beaucoup d'énergie fossile. Étonnant pour la Suisse, ils ont masse barrage. Ouais, après, tu sais, même honnêtement, la France, assez étonnant, parce que c'est souvent vert, la France. Mais je pense que voilà, on consomme beaucoup, donc on est obligé de prendre du gaz, quoi. On nous dit parce que l'électricité vient d'Italie, ah, peut-être aussi, hein, t'as raison. Mais attends, oui, je voulais répondre, la Corse, c'est parce que ça utilise beaucoup de fuel, tu vois. Ça, je savais pas, mais apparemment, là, une grosse quantité là, de l'énergie produite en ce moment même, en Corse, est au fuel. Donc, ce qui explique pourquoi elle est toute noire. Et on nous dit aussi que c'est euh, relié à l'Italie. L'Allemagne, c'est normal qu'ils sont dépendants du gaz. Bah, dépendants du gaz, et puis oui, c'est même au-delà du fait qu'ils soient dépendants du gaz, ça fait aussi des années qui, euh, qui consomment énormément de charbon parce qu'ils ont décidé d'arrêter totalement le nucléaire. Et c'est là qu'on voit un des avantages du nucléaire, c'est quand même que c'est bas carbone. Mais il y a d'autres problèmes. De toute façon, il y a toujours un souci. On va parler de Waze et on va parler de Renault. Hop, navigateur. La première voiture à intégrer Waze est française et électrique, on nous précise. Mais on va surtout parler de Waze. Euh, Renault annonce avoir noué un partenariat avec Waze afin de proposer l'application de navigation directement dans le système, j'adore le terme, d'infodivertissement de ces voitures hybrides et électriques Austral et Megane E-Tech. C'est la première fois que Waze est intégré nativement dans une voiture sans passer par Apple CarPlay ou Android Auto. Parce que oui, c'était déjà dispo, mais en passant par un système via un smartphone. Petit topo sur Waze, créé en 2010 en Israël. Waze n'était alors à l'époque qu'une simple application de guidage, mais en 2013, Google flairait son potentiel et en devenait propriétaire. Il y a pourtant depuis de nombreuses améliorations. Aujourd'hui, l'application possède en effet de nombreuses fonctionnalités comme le signalement des radars ou encore des obstacles sur la chaussée ainsi que l'infotrafic en temps réel, mais pas que, puisqu'il est également possible de connaître les prix des carburants ainsi que des péages entre autres.
C'est vrai que j'utilise énormément, heu j'utilise énormément Waze et c'est vraiment une appli qui s'est améliorée au fil des années. Et merci Fabrice M pour ton 22e mois, merci beaucoup de sa belle chaîne. Super chaîne, faut se tenir la bête, merci à toute l'équipe. Ah bah merci beaucoup Fabrice. Depuis peu, Waze est également compatible avec Apple Music, mais également avec plusieurs stations de radio telles que RTL, RTL2 et Fun Radio qui peuvent être alors écoutées directement dans l'application. Cet été, celle-ci permettait également de trouver une borne de recharge, une fonction alors temporaire pour les grandes vacances. Mais j'imagine, à mon avis, qu'il va devenir permanente hein, dans les mois, années à venir. Bref, il est aujourd'hui difficile de se passer de Waze tant que les services sont complets et on comprend pourquoi sa communauté compte aujourd'hui plus de 140 millions d'utilisateurs dans le monde. Rien qu'en France, ce ne sont pas moins de 16 millions de personnes qui utilisent l'application tous les mois. Je ne sais pas si dans le chat, il y en a qui utilisent Waze. Mais c'est vrai que j'utilise aussi beaucoup et franchement, ouais, ça surpasse vraiment tous les autres. C'est notamment pour ça que Renault vient d'annoncer la signature d'un partenariat avec Waze. Ainsi, la firme Losange, qui vient également s'associer à Airbus pour le développement des batteries solides, propose désormais à Waze de série dans certains de ses véhicules. Comme le détaille le communiqué publié par le constructeur, les nouveaux Austral et Mégane E-Tech électriques seront les premiers à en profiter. Ainsi, et comme l'explique Jérôme Serror, directeur de l'expérience digitale chez Renault, la marque devient la première au monde à proposer Waze directement dans l'écran multimédia du véhicule sans activer son smartphone. Ainsi, l'application est accessible via le système Open Airlink qui intègre également les services de Google puisque basé sous Android Automotive. Je ne savais même pas qu'il y avait un truc qui s'appelait Google Automotive. Oui, avant j'ai arrêté, j'utilise Plan, parfois Maps. Perso, j'utilise Waze essentiellement pour les alertes, pas seulement radar, mais accidents, travaux, objet de la route. J'utilise Waze au quotidien avec Apple CarPlay dans ma Zoé. Non, mais honnêtement, moi d'ailleurs, j'utilise Waze aussi quasiment 3 quarts du temps. J'utilise rarement la fonction navigation. Mais c'est vrai que rien que pour les alertes, radar, pratique quand même. Même si tu roules aux réglementations et des fois, en fait, ça arrive de te faire avoir. Donc, t'es content d'avoir ta petite piqûre de rappel pour te dire fais gaffe, vérifie bien ton compteur à ce moment-là. Même les bouchons, les dangers sur la route, les obstacles, etc. C'est franchement, elle est super bien faite. Et même sinon en navigation, maintenant c'est vraiment super clair, quoi. Même comparé à Apple Maps, enfin Plan, c'est vraiment en retard. Maps, c'est équivalent, mais même si, par exemple, l'intégration de toutes les alertes, etc., c'est quand même bien mieux dans Waze. Et même l'appli Waze, visuellement, est plus épuré, je trouve, que Maps. Et quand t'es dans ta voiture, c'est cool d'avoir un truc assez simple, épuré, pour te guider sans que ça te prenne trop de la tête et que ça te captive trop, quoi. Donc du coup, une utilisation tout en simplicité. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir son smartphone sur soi pour utiliser Waze dans les véhicules de Renault compatibles avec cette nouvelle fonctionnalité. Il suffit alors tout simplement de télécharger l'application soit en passant sur le Google Play Store via l'interface Open Airlink sur un écran tactile de 12 pouces, soit via l'application mobile My Renault. Les utilisateurs, je bégaye, n'ont ensuite plus qu'à créer un compte Waze ou à utiliser celui qu'ils possèdent déjà pour pouvoir profiter des services de guidage et de signalement des radars. Toutes les fonctionnalités de l'application sont en effet disponibles. Après, je mets un petit point, il me semble, et à vérifier, je ne sais pas s'ils en parlent dans l'article après, je m'en souviens plus, que pour le coup, pour avoir accès à ces services connectés dans la voiture, il y a un abonnement quand même, attention, parce que de toute façon, il faut bien une connexion cellulaire pour se connecter au serveur de Waze. Donc j'imagine qu'il y a quand même un abonnement derrière tout ça. À voir. Comme le précise Renault, toutes les autres fonctionnalités de la voiture ainsi que la musique sont également accessibles lorsque l'application est utilisée. Si la marque ne donne pas plus de détails, ce service devrait finir par être disponible sur tous les modèles de la gamme, à mesure que ceux-ci adopteront le système Open Airlink. Ce dernier intègre également l'application Amazon Music. Une fonctionnalité qui nous rappelle ce que propose Audi, qui s'est associé à Apple Music, afin de permettre à ses clients de profiter de son catalogue de musique dans certains modèles. Cette fonctionnalité sera déployée grâce à une mise à jour OTA à distance pour les voitures en circulation, tandis que les exemplaires neufs en seront dotés dès la sortie d'usine.
Rappelons également que Renault a récemment noué un partenariat d'envergure avec Google et Qualcomm autour de la voiture connectée. Euh, Qu'est-ce que je dis perso dans ma Zoé, il y a un modem 4G intégré, je ne paye rien, j'ai la voiture depuis juillet. Alors après, si t'as la voiture depuis récemment, alors après là c'est à vérifier ce que je dis, mais il me semble que tu sais genre c'est inclus pendant un an ou deux, et au bout d'un an ou deux, t'es obligé de payer. Mais à vérifier. Mais je pense que la gratuité est temporaire, et si elle n'est pas temporaire, je pense qu'elle va le devenir en tout cas. Et merci Creatix pour ton 4e mois, merci beaucoup de renouveler vos primes, ça fait plaisir, merci de nous soutenir. Euh, euh, voilà tout. Mais je sais pas ouais, si j'ai vu qu'il y en a certains qui utilisaient Waze dans le chat. Franchement, je trouve que c'est vraiment une appli qui est vraiment en avance par rapport aux autres. Et qui est vraiment vraiment bien foutu quoi. Après, très honnêtement, là c'est cool pour le côté t'as pas besoin de brancher ton téléphone, même si ça marche très très bien avec Apple Auto, enfin comment Google Auto, c'est ça. Si je dis pas de bêtises, Android Auto, voilà, je cherchais Android Auto, c'est super bien, et même CarPlay, et même le fait d'avoir Siri, etc., c'est vachement cool parce que tu sais, tu peux envoyer un SMS, faire des actions, et quand t'es au volant, c'est quand même pratique, quoi. Quand t'as besoin de dire à quelqu'un, ah, j'arrive, ou t'as oublié un truc, tu veux passer un appel, c'est quand même super bien intégré, et ça te permet vraiment de rouler et d'avoir ta tête focus sur ta route et pas besoin de regarder l'écran, quoi. Pourquoi besoin d'un abonnement sur ma Peugeot? Mon GPS reçoit les mises à jour des travaux dans le GPS. Oui, alors, euh, là, pour le coup, pour les GPS, je suis d'accord avec toi. T'as les travaux et tu peux avoir aussi des fois l'infotrafic. Mais si je dis pas de bêtises, c'est parce que c'est avec un truc, c'est pas infotrafic ou je sais plus comment ça s'appelle vraiment, mais ça passe par les ondes, je crois un peu style ondes FM. Je- C'est c'est pas des ondes FM, mais c'est des ondes comme ça, du type qui permettent de recevoir ce genre d'alerte. Mais là, pour le coup, Waze, ça demande plus de données que ça. De toute façon, c'est rien rattaché à ton compte. Donc, c'est-à-dire que tu es obligé d'avoir une connexion à un serveur. Et là, pour le coup, c'est forcément une connexion cellulaire. Mais oui, en effet, tu as quand même ce côté-là où tu as des mises à jour. Après, honnêtement, les mises à jour sur les GPS, là, c'est des travaux, c'est des gros travaux qui durent pendant des mois sur des axes routiers très fréquentés. Genre, c'est pas comment les travaux que tu vas voir dans ta rue, au bout de ta rue, etc., qui vont être signalés avec ce système-là. Sultan, tu conseilles Waze à Maps de Google. De toute façon, en fait, déjà pour une raison de privacy, vie privée, compagnie, bah, t'es logé à la même enseigne parce que c'est Google. Et, euh, et ouais, moi, honnêtement, je préfère largement Waze à Google. Bah, c'est beaucoup plus complet, je trouve, quand tu roules. Comme dit, tu as tout l'infotrafic, tu as toutes les alertes, etc., qui sont vachement bien foutues. L'interface, je la trouve aussi plus claire. Les routes, je les trouve mieux indiquées. La carte est plus épurée sur Waze, je trouve vachement mieux. Après, seul truc un peu chiant Waze, je trouve, c'est que le système de recherche d'adresse est bien mieux sur Google Maps que sur Waze. C'est juste ça. Mais sinon, à utiliser, franchement, ça fait un long moment que j'utilise Waze. Un long moment. Ça va faire quoi? Au moins 3 ans. 3 ans passés. Et ça fonctionne super bien. Mais apparemment, je viens de vérifier, les services connectés sont gratuits jusqu'à avril 2025 pour... Ouais, donc tu vois, c'est ça, c'est payant au bout d'un moment. C'est bien ce que je pensais. Pourquoi Waze pour les mises à jour en temps réel, c'est très bon. Pour les changements d'itinéraire en cas de bouchon, ça fonctionne mieux après mon expérience. Ouais, ça fonctionne bien. Alors après, des fois, t'as les itinéraires. Justement, des fois, j'appelle ça les itinéraires à la Waze. Des fois, il te fait passer, quand il y a des bouchons, il te fait passer par des routes. Et des fois, des chemins un peu chaotiques, hein. Mais, euh, mais c'est quand même très très bien fait. Maps fait aussi vélo et transport en commun. Bah, c'est sûr que Maps c'est beaucoup plus polyvalent. Genre quand je suis à pied, j'utilise beaucoup plus Google Maps ou Apple Plan à pied. À vélo, j'utilise que Google Maps parce que Plan en plus ne gère pas encore le vélo, si je dis pas de bêtises. Mais pour la voiture, je trouve que Waze est vraiment bien adapté, quoi.
Toi, oui, tu trouves Waze incomplet, ça t'oblige à retourner sur ton écran Maps. Ah ouais, tu vois, moi je trouve justement vraiment complet, quoi. Les datas de Waze sont moissonnées par Google, bah, évidemment. Je le trouvais plus en retard il y a quelques années, mais depuis un an ou deux, je trouve très bien. Ouais, ouais, franchement, c'est vrai que faudrait peut-être que je m'y remette un petit peu. Après, moi, j'avoue que j'utilise Waze avant tout pour les alertes que pour la navigation. Je vais être très honnête avec vous. Et je trouve ça vraiment. En fait, j'aime bien. J'aime bien. Déjà, il y a le plaisir à soi. euh, comment euh, Mettre un danger, enfin, signaler un danger sur l'application pour te dire, bah tiens, tu vas servir. Surtout qu'en plus de ça, maintenant, je trouve que Waze, ils mettent encore plus l'accent là-dessus. Là où avant, ça te mettait un petit récap de tes, de tes signalements. Maintenant, franchement, ça t'envoie même des notifs. Vous avez des temps de personnes avec votre signalement, etc. C'est vachement incitatif. J'aime bien ce côté un peu communautaire, quoi. C'est que je trouve vraiment sympa à Waze. Razorback qui nous dit Waze en voiture, Google Maps en vélo et plan à pied. Le trio gagnant. C'est vrai. Euh, c'est gamifié Waze. Ouais, un petit peu, clairement, clairement. Mais justement, moi, c'est ce côté-là que j'aime bien. J'aime bien être en avance sur savoir ce que je vais conduire, me dire tiens, il y a un ralentissement, il y a des travaux, il y a un danger. Et si moi je vois un truc, me dire que tiens, les autres derrière, ils vont être au courant, quoi. Mais voilà, en tout cas, je trouvais ça assez sympa. Et puis je pense que on va continuer sur un autre article très rapide, mais je trouvais ça assez intéressant. Juste, je trouvais ça intéressant en plus dans la dynamique de sommeil. On a parlé de réparation, on a parlé de reconditionner, on a parlé d'obsolescence programmée. Maintenant, on va parler d'un service que vient de lancer JBL, c'est JBL Second Chance, une plateforme dédiée à la vente et à l'achat de produits d'occasion. Pour contrer l'excès de déchets électroniques, JBL vient de lancer une plateforme permettant de vendre et ou d'acheter des produits d'occasion entre particuliers, une sorte de long coin ou Vinted uniquement réservé aux produits JBL. Voilà, je trouvais ça intéressant qu'une marque se lance là-dedans. Pour remédier à l'accumulation des déchets électroniques, JBL lance une plateforme de revente et d'achat de produits d'occasion entre particuliers. La firme la présente en rappelant différents chiffres relatifs à la pollution électronique selon l'ADEME. Chaque Français générerait environ 9 kg de déchets électroniques par an et aurait en moyenne 11 appareils stockés sans être utilisés. C'est énorme. Ce que je trouve bien sur le site, justement, c'est que tu as ce côté où tu peux faire estimer ton produit. C'est ça que je trouve assez sympa, vu qu'en plus de ça, c'est un site officiel. Bah, l'estimation, tu imagines qu'elle est quand même à peu près exacte. Euh, du coup, la plateforme baptisée Seconde Chance fonctionne à la manière de Le Bon Coin Vinted, à la différence où vous ne recevez pas d'argent mais un bon d'achat. C'est juste ça qui est un peu dommage. Sur la boutique en ligne de JBL qui équivaut au prix de vente majoré de 20%, quand même sympa. Le site met à disposition un outil d'estimation du prix de revente comme le montre la capture ci-dessous. L'exemple, JBL estime une charge 5 en très bon état avec câble de recharge vaut 150 euros. Si vous parvenez à la vendre ce prix-là, JBL vous versera donc un bon d'achat de 180 euros à valoir sur sa boutique. Mais il y a un hic, ce bon n'est valable qu'à partir d'un minimum d'achat. Dans notre cas, par exemple, on achète 180 euros, c'est ça qui est dommage, pour être dépensé que si votre panier atteint 334 euros. Ça, par contre, c'est complètement stupide. Ce système de remboursement par bon d'achat peut toutefois soulever des questions, car recevoir un bon d'achat plutôt que de l'argent pousse en effet fatalement le consommateur à la consommation, et donc va à l'encontre de ce pourquoi Seconde Chance a été créé en premier lieu. Et c'est ça qu'en fait qui est toujours dommage. L'initiative est bien, mais au final, bah, la finalité est pas folle. Euh, c'est dommage parce que le côté en plus majoration en fait, pour moi, je pense qu'il faudrait laisser le choix. Soit tu touches le prix de ton prix de vente, avec limite peut-être quoi, une petite commission pour les frais de mise en relation, etc. Et là que tu récupères cash, ou soit, ce qui est très bien, le bon d'achat avec la majoration de 20%, et s'il vous plaît, sans minimum d'achat. Parce que là, en gros, 334 euros, imaginons tu veux une nouvelle charge, tu vas être obligé d'en acheter deux pour pouvoir bénéficier de ton achat. C'est un petit peu stupide. On peut voir du coup un petit peu sur le tableau là
les tarifs, en fonction en fait, le tarif dégressif en fonction des États, et donc du coup avec l'équivalent en bon d'achat et aussi le minimum d'achat nécessaire pour utiliser le bon. C'est voilà, franchement c'est vraiment, vraiment stupide, quoi. C'est vraiment stupide de la part de JBL. Pourtant l'idée je la trouve plutôt bonne, mais voilà quoi, une fois de plus c'est, 100 marketing et c'est vraiment, vraiment dommage qu'on en arrive là, quoi. Hem, je finis l'article du coup, au-delà de la mise en relation entre particuliers, la plateforme fournit l'occasion à JBL de mettre sur le marché un énorme stock de produits de démonstration utilisés en magasin. Ces produits sont en effet tout à fait fonctionnels et étaient jusqu'ici tout bonnement jetés à la poubelle pour une fois leur carrière de mannequin terminée. Seconde Chance est dès à présent accessible via le site de JBL et propose dans un premier temps uniquement des enceintes Bluetooth Nomad, Flip 6, Extreme 3, Go 3. JBL nous a toutefois assuré ne pas exclure l'ouverture de cette plateforme à d'autres typologies comme les casques ou les barres de son. Ça peut être, ça peut être sympa. En fait, au-delà du côté vente pour particulier qui est là et pour le coup pas très intéressant, là où ça devient intéressant, c'est en effet pour les produits que vend d'occasion JBL. Parce que là, au moins, en fait, tu es quasiment sûr de la sécurité. En fait, c'est cela, par exemple. Et ça te permet d'acheter un produit beaucoup moins cher et pour un prix quasiment. Enfin, j'imagine pour une qualité, voilà, des produits de démonstration, c'est pas des produits qui ont été énormément utilisés ou abîmés, quoi. Donc voilà, c'était le petit article, je trouvais ça intéressant de faire le passage dessus, juste comme ça, par curiosité, au moins vous êtes au courant. On va parler maintenant de OnePlus. OnePlus qui prépare un nouveau produit très surprenant. Et j'ai trouvé ça aussi intéressant d'en parler parce qu'on voit un petit peu que OnePlus est plus vraiment le king des smartphones, etc. Et essaie un petit peu de se lancer sur différents marchés pour voir un peu ce que ça donne. Euh, En tout cas, connu, donc du coup je vais lire l'article, connu pour ses smartphones et ses écouteurs, OnePlus va vous surprendre avec sa dernière idée. La marque annonce qu'elle travaille sur un clavier mécanique. Et oui, OnePlus se lance dans les claviers mécaniques. Exceptionnel. Il y a bien longtemps que OnePlus ne se contente plus de ses gammes de smartphones. La diversification est devenue la priorité d'une marque qui a récemment lancé des écouteurs sans fil, des montres connectées comme la OnePlus Watch et même des téléviseurs. Un plan ambitieux qui va bientôt emmener l'entreprise sur un nouveau segment, celui des claviers mécaniques. On sent vraiment qu'ils essayent différents marchés pour un peu sauver le bateau parce que, euh, parce que ça marche pas très fort non plus pour OnePlus en ce moment. Une collaboration et de nombreuses questions. Le prochain produit de OnePlus ne sera donc pas un smartphone, une montre connectée ou une tablette, mais bien un clavier mécanique. Un projet surprenant pour la société qui va concevoir ce clavier en collaboration avec Keychron, je ne sais pas comment on prononce, une marque connue pour ses modèles mécaniques, qui a pour habitude de miser sur un design minimaliste et personnalisable. Ces claviers se veulent aussi compacts et sans fil. Pour l'heure, OnePlus ne dit pas grand-chose et n'évoque ni le design ni les caractéristiques de ce clavier. On sait simplement qu'il fait partie du projet OnePlus Features, qui doit aider l'entreprise à co-développer de nouveaux produits avec différents partenaires. À sa communauté, le fabricant annonce que son tout premier clavier mécanique sera entièrement personnalisable et il profitera de la technologie Keychron, je ne sais toujours pas prononcer ce mot, cette marque, et la firme nous invite à patienter jusqu'au 15 décembre afin d'en découvrir davantage. Si je dis pas de bêtises, OnePlus lance aussi des écrans, des moniteurs, si je dis pas de bêtises. En fait, oui, c'est bien dans cet article-là que je l'avais vu. La diversification de OnePlus passe par l'univers du PC. Voilà, maintenant, il se tente encore un nouveau secteur d'activité. Un tour du côté du site du constructeur permet de mieux se rendre compte de sa stratégie de diversification. Dans les smartphones, elle se traduit par le développement de la série Nord pour faire des modèles plus abordables et sortir du marché de niche des smartphones haut de gamme. Si cette approche de la culture geek de OnePlus ont forgé sa réputation, la marque chinoise veut changer de dimension. Les accessoires ou wearables se multiplient et OnePlus a même interrogé sa communauté pour connaître les produits qu'ils aimeraient voir être développés. Et là, du coup, en effet, on voit des moniteurs X27 et E24 qui attendent, du coup, qui seront annoncés le 12 décembre, donc un peu moins d'une semaine par OnePlus. L'univers du PC semble occuper une place de choix, comme en témoigne le lancement d'écrans pour PC,
Les moniteurs X27 et E24 seront présentés le 12 décembre et la marque fait monter la pression. Ces moniteurs risquent de se limiter au marché indien, mais l'essentiel est ailleurs. Ces projets confirment que OnePlus n'a pas fini de nous surprendre. Et comme dit, souvent, OnePlus, ils peuvent, comme dit l'article, nous surprendre. Il y a quand même pas mal de produits dérivés, entre guillemets, de OnePlus qui, des fois, sont quand même de bonne qualité et un tarif assez abordable. Donc, je trouve ça. Keychron, on nous dit. Oui, c'est sans doute ça. C'est sans doute mieux. C'est sans doute mieux. Mais ouais, franchement, très intéressant, je trouve, de la part de OnePlus, qui se diversifie un petit peu dans ce domaine-là. Mais on sent quand même que voilà, OnePlus est un peu à la ramasse et qu'ils sont plus en force, hein, sur les smartphones et qu'ils essaient un petit peu de se diversifier pour, voilà, essayer de sauver la barque. Et je vais redire spécial dédicace à Beacon, je vais te dire un petit voilà juste pour te faire plaisir. On va finir cet article et surtout ce mug en parlant de piratage. Un article du coup de Clubic qui est assez étonnant. Le piratage en France, donc, qui est toujours un combat perpétuel par les acteurs, surtout spécialement les acteurs du cinéma et de l'audiovisuel. Les ayants droit maintenant demandent le blocage d'Upvid, Uvideo, Fembed et Ucaloud au FAI. Donc du coup, là maintenant, on ne veut même plus fermer des sites de diffusion, on va vraiment fermer des hébergeurs de fichiers, c'est une première en France. On va lire l'article pour en savoir un petit peu plus. Plusieurs hébergeurs de fichiers comme Upvid et Ucaloud sont visés par une demande de blocage en cause la présence de nombreux fichiers illégaux. La guerre contre le piratage ne s'arrête donc jamais. Et aujourd'hui, selon une information du média L'Informé, ce sont les hébergeurs Upvid, Ucaloud, Fembed et Uvideo qui sont visés par une plainte de plusieurs syndicats de l'audiovisuel. Une plainte portée par le monde du cinéma. Comme je le disais, il y a du beau monde. Parmi les plaignants, on se retrouve donc le syndicat des producteurs indépendants, le SPI, l'Union des producteurs de cinéma, l'UPC, et la Fédération nationale des éditeurs de films, le FNEF, le syndicat de l'édition vidéo, et l'association des producteurs indépendants, le SPI. Et du coup, il y a le syndicat et l'association, si j'ai bien compris. Ils se sont regroupés pour obtenir de la justice un blocage de la part des fournisseurs d'accès Internet, des hébergeurs vidéo, Upvid, Uvideo, Ucaloud et Fembed, bien que ces derniers ne soient pas spécialisés dans le contenu piraté, il y a que aussi du contenu légal. C'est là que c'est intéressant. Les différents plaignants estiment que la majorité de leurs revenus repose sur le piratage. Pour soutenir leur argumentation, ils mettent en exergue les recettes publicitaires obtenues par les hébergeurs grâce aux vidéos illégales, ainsi que la rémunération fournie par ces mêmes hébergeurs aux pirates. Ils pointent également du doigt les différents annuaires de sites de téléchargement fermés au fil du temps et qui redirigent vers ces hébergeurs. En effet, ils regrettent qu'aucun outil de signalement de contenu illégal ne soit mis en place afin de pouvoir permettre leur retrait. Un blocage, comme je disais, qui serait une première, parce que là, on parle de bloquer un site d'hébergeur vidéo qui en effet héberge du contenu illégal, mais qui héberge aussi du contenu légal. Je vais me moucher parce que je n'en peux plus. Excusez-moi pour cette interlude de mouchage. BV Striker, il dit pendant qu'ils n'interdisent pas les VPN, ils servent à rien. Ouais, c'est vrai que les VPN, ça permet de contourner ça. Chaque fois, c'est juste des bâtons dans les roues, mais c'est très très vite contourné, quoi. Comme toutes les mesures prises en place. Un blocage, comme je disais, qui serait une première. Si les représentants des ayants droit ont un dossier de plainte qui peuvent être entendus, leur demande n'en reste pas moins inédite. Jusqu'à ce jour, le juge n'a ordonné que le blocage que par les faits de sites de retransmission d'événements sportifs, de sites vraiment 100% illégaux et d'annuaires de liens. Jamais un hébergeur légal au sein duquel du contenu illégal peut être trouvé n'a eu pour le moment à subir ce genre de mesures. En obtenant un hypothétique blocage, les ayants droit feraient monter d'un cran le champ des sanctions. Pour autant, comme l'indique l'informé, un tel dossier ne pourra pas recevoir de conclusion rapide. Il faudra donc ainsi sûrement plusieurs mois avant qu'un verdict soit rendu. Et très honnêtement, je pense que ça ne sera pas... le blocage ne sera pas mis en place.
Pourquoi on bloquerait un site? C'est-à-dire même sur Google Drive, tu peux trouver du contenu illégal, même sur, WeTransfer, tu peux transférer du contenu illégal. Alors, je suis d'accord, c'est pas public, ça reste des liens, la majorité du temps privés, mais pour moi, à mon avis, ça ne prendra pas suite ou alors peut-être, par exemple, l'obligation pour le site d'apporter un module de signalement. Il il y a déjà eu, pardon, le précédent Mega Upload. Bah, évidemment, c'était une grosse histoire ça, Mega Upload. Hem, mais ouais, c'est toujours, c'est toujours en fait le même problème, je trouve avec ces problèmes de piratage. Je reste en fait encore étonné. Alors évidemment, je pense qu'il y a encore beaucoup de recettes, qui sont perdues par les ayants droit, surtout de l'audiovisuel et du cinéma. Mais, quand même avec tout le développement des plateformes et cetera de streaming, je pense que déjà le piratage est quand même bien moindre et auquel cas, bon après voilà, c'est des choses, c'est quand même toujours présent, je pense quand même en moindre mesure. Même si honnêtement, je pensais que le développement des plateformes de streaming légales, aurait vraiment fait diminuer beaucoup plus que ça. Mais, quand on revient toujours en fait, au même problème, des films qui sont diffusés beaucoup plus tard, alors qu'un film peut être disponible par exemple directement en piratage, bah, en fait tu es vite tenté de passer par ces voies-là, quoi. Voilà en tout cas pour ce petit mug, petits articles, j'espère que ces petits articles vous auront plu. Et on va tout de suite passer au camp de fac. C'est l'instant des cornes fac, posez les questions que vous voulez. Hem, voilà, c'est le moment. Il faut arrêter de préjuger le faux, le piratage est employé comme un avantage pour les ventes. Ah ouais? À ce point-là? Les plateformes de streaming ont fait exploser le piratage. Je suis pas sûr que exploser, ce soit le après peut-être que tu as des chiffres, je serais curieux de les avoir. Je pense honnêtement quand même que ça a un petit peu baissé, mais ça reste quand même toujours présent. Mais tu vois, par exemple, là où il y a encore, je pense, 5 ans, le torrent était encore quand même très présent. Il y avait, T411, qui était un gros site qui avait fermé. Hem, punaise, Olek, tu me sauves, tu me sauves. C'est vrai qu'il y avait totalement le sponsor, j'ai totalement oublié de vous parler. Je me disais bien que je finissais un petit peu trop tôt. Punaise, mais merci Olek, là, tu me sauves parce que là, j'avais complètement zappé. D'un autre côté, en fait, j'explique un petit peu avant de parler du sponsor. Il y a eu un souci en fait avec OBS, je me suis connecté avec le compte Twitch de Nowtech, sauf que les 2 fois, j'ai essayé 2 ou 3 fois et à chaque fois ça plantait. Mais, j'avais quand même le chat qui apparaissait, donc je me suis dit: «Au calme, ça marche». Ce matin, je lance le live, ça lance le live sur ma chaîne Twitch le parleur. Donc du coup, j'ai tout fermé, j'ai redémarré le PC pour, me dire peut-être que ça va changer les choses. Ça n'a rien changé évidemment et du coup tous les sites que j'avais mis n'étaient plus présents et du coup, ah oui, vous avez tenté par l'oreillette. En effet, je vois ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu j'ai pas accès à l'oreillette, enfin j'ai pas mis les notifications. Donc je suis vraiment désolé. On reparlera des cornes fac, pardon, juste après. On va tout de suite parler de notre sponsor Shadow, que l'on remercie. On remercie ceux qui nous soutiennent, mais on remercie aussi, bah, les marques qui nous soutiennent. Ici, c'est Shadow. Shadow, vous commencez à le connaître depuis un long moment, on en parle très souvent. On a même sorti récemment, c'est ce lundi si je dis pas de bêtises, une vidéo sur Shadow, qui est vraiment super intéressante et super sympa. Mais Shadow, pour ceux qui ne connaissent pas encore, qu'est-ce que c'est Shadow? C'est un service du coup de cloud computing. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, c'est vraiment un PC classique, comme si vous aviez une tour chez vous, mais à distance. Mais c'est surtout un PC qui est quand même assez puissant. Ça vous permet de surfer, de jouer, de travailler et de distraire en toute tranquillité. Là où la vraie force de Shadow, c'est comme j'ai dit, c'est du cloud computing. Là où il y a d'autres services qui font uniquement du cloud gaming, Hem, Shadow, c'est vraiment un vrai PC. Donc c'est-à-dire que tu veux installer, ton, je ne sais quoi, ton logiciel de montage vidéo, tu peux faire ton logiciel de montage vidéo. Mais en même temps, tu peux faire du jeu, mais en même temps, tu peux faire, du calcul graphique, tu peux faire plein de choses avec Shadow
Et c'est ça qui est cool, c'est que c'est vraiment Shadow, c'est vraiment la liberté en fait de faire ce que tu veux. Tu as un PC à toi et tu fais ce que tu veux dessus. Mais par contre, ce PC-là, il est à distance, c'est-à-dire que tu peux y accéder de partout, de ton Mac, de ton vieux PC, de ton iPhone, de ton iPad, de ton téléphone Android, de ce que tu veux, en fait, de tout device qui peut accueillir l'application Shadow. Même récemment, le Raspberry Pi 4, si je dis pas de bêtises, permet d'accueillir le Shadow. Donc c'est vraiment, comme dit, en fait, vraiment la liberté d'avoir un ordi accessible de partout et en plus de ça puissant. Parce que en fait, niveau jeu, en fait, Shadow, comme dit, déjà tu peux mettre les jeux que tu veux. Si tu avais Steam sur ta vieille tour, tu peux remettre Steam dessus et retrouver tous tes jeux. Mais c'est surtout que c'est vraiment super puissant. Et pour ceux qui ont vraiment besoin de beaucoup de puissance et surtout plus particulièrement de la puissance au niveau du jeu, il y a l'offre maintenant Shadow Power qui existe avec un supplément de 14,99 par mois. Comme vous voyez, il y a l'offre Shadow PC qui est à 29,99 € par mois. Et si vous êtes nouveau client Shadow, n'oubliez pas d'utiliser notre code NowTech10 qui vous fera 10 € de réduction sur votre premier mois. Et honnêtement, je conseille vraiment de tester les gens qui hésitent avec le code NowTech10 pour, comme je le disais la dernière fois, 19 € pour un mois pour tester. C'est pas vraiment de le tester dans toutes conditions. En fait, Shadow, il faut une connexion stable et eux, ils recommandent minimum 15 mégabits seconde. Tu peux même jouer en dessous, mais ça va risque de détériorer ton expérience. Mais pour ceux qui hésitent, ceux qui se disent est-ce que ma connexion va supporter, est-ce que ça marche bien, etc. Franchement, testez-le avec le code 9tech10. Je trouve que 19 € c'est encore très très honnête pour tester le truc. Si ça vous plaît pas, vous résiliez, c'est sans engagement. Si ça vous plaît, vous pouvez le garder. Et comme je disais, il y a du coup une offre à 14,99 € supplémentaire, l'offre Shadow PC, et qui là offre par exemple du ray tracing et une carte graphique équivalente à une, si je dis pas de bêtises, 3070. C'est une A4500, mais pour une gamme grand public, ça équivaut à une 3070 avec 16 Go de RAM et un processeur plus puissant. Là où l'offre Shadow PC classique se contente à un équivalent d'une 1080, 12 Go de RAM. Les deux offres, c'est 256 Go de stockage. Et vous pouvez, comme vous voyez, extra storage, mettre le stockage que vous voulez jusqu'à 5 Tera supplémentaires. Après, ça chiffre vite, ça coûte assez cher. Donc voilà, l'avantage c'est que ça permet d'être facilement, vous pouvez réguler facilement. Donc du coup, vous pouvez le changer en fonction de vos besoins. Si un mois, vous avez besoin de beaucoup de stockage, vous pouvez prendre beaucoup de stockage pendant un mois et remettre le stockage au minimum quand vous en avez plus besoin. Si vous êtes intéressé, dans le chat, point d'exclamation Shadow, et vous aurez directement le lien. Et surtout, voilà, n'oubliez pas le code NOMTech10 pour ceux qui veulent tester Shadow, c'est très intéressant. Merci la modération de m'avoir rappelé du sponsor, j'avais complètement zappé, tête dans le guidon. Et j'espère que ça vous a plu. Bon voilà, on aura l'argumentaire sur le piratage. Ah, ça parle encore du dernier article. Mais voilà, merci beaucoup pour ce mug. T'as du coup le lien internet speed test pour vérifier si ta connexion est suffisamment bonne pour profiter de Shadow dans les meilleures conditions possibles. Exactement. C'est vrai que vous pouvez faire le test, mais voilà, si vous voulez vraiment tester en conditions réelles, je recommande vraiment de tester. C'est assez impressionnant quand même Shadow, et c'est vraiment cool, surtout je trouve pour des gens qui font beaucoup de mobilité. Pas forcément, hein, mais aussi vraiment pour les gens qui font de la mobilité, c'est sympa d'avoir un PC accessible partout. Que tu sois en 4G, etc., machin, tu as besoin de faire une petite manip, ça permet de tout retrouver au même endroit, peu importe où tu es sur n'importe quel device. Alors, excusez-moi. Évidemment, oui, Samuel. Attends, tu veux que je parle du live contributeur de ce soir à 18 h? C'est ça que tu veux que je parle, Samuel? Excuse-moi. En tout cas, voilà, on remercie tous les contributeurs qu'on sub pendant ce live. Je les remercie énormément. Merci de soutenir la chaîne. Merci à Shadow. Si vous avez des questions, c'est le moment. C'est les cornes fac. J'ai mis le générique un petit peu tôt tout à l'heure. Je suis d'accord. Mais si vous avez des petites questions, là, pendant 2-3 minutes, je vais y répondre. Et après, on ira raid quelqu'un. Voilà. Je regarde justement qui est-ce qui est en raid récemment.
Annuler. Tac, excusez-moi. Je gère des petits trucs. Du coup, je dois prendre, si tu veux vraiment économiser l'électricité, regarde du côté de ton frigo congèle, il y a de quoi. On peut vraiment agir. Ah oui, il y en a qui parlent économie d'énergie. Tu as un avis sur les écouteurs Sony MX4? Ouais, bah après, honnêtement, tous les écouteurs Sony, etc., c'est quand même une bonne référence et de la bonne qualité. Enfin, après, le MX4, c'est le casque, si je dis pas de bêtises. Euh, Si je dis pas de bêtises, c'est un vraiment très très bon casque, hein. Tu peux y aller les yeux fermés. Il te faut une télé pour moins de 600 euros. Bah écoute, moi je te conseille, va sur D-Labs, regarde les télés qui sont en promo en ce moment. Après, ça dépend de tes attentes, si tu veux de l'OLED, du QLED, de la définition que tu veux, la taille que tu veux. Ah ouais, ouais, le casque XM4, il est vraiment de très très bonne qualité. Euh, mais voilà, comme je disais, pour ceux qui viennent fraîchement de contribuer ou même pour les anciens contributeurs, vous avez accès tous les jeudis à un live privé que avec les gens qui contribuent. Un live un petit peu plus intimiste. Ce soir, ce sera avec Guillaume parce que Jérôme n'est pas disponible. Mais voilà, c'est tous les jeudis à 18h. Ce sera donc du coup, le lien est sur Discord. Ceux qui viennent de sub, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour avoir accès au lien. C'est un live de 1 heure, de 18 à 19h. On répond à toutes les questions, des fois des questions un petit peu plus peut-être personnelles, et vous verrez un petit peu plus des backstage de Nowtech. En plus de ça, vous aurez accès aux vidéos en avant-première. Et ça, par contre, c'est un avantage non négligeable. Fallait acheter pendant le Black Friday, t'as arraché le coche. Mais non, après, en vrai, franchement, on va sur D-Lab, il y a pas mal d'offres. Si t'es pas pressé, je te conseille, tu mets une alerte d'un modèle que tu veux ou d'un type de télé que tu veux. Tu recevras des alertes enfin, fréquemment, pardon. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment sympa. Euh, Merci mec, mais je suis une nana, excuse-moi, kiss my belette. Je sais pas si je t'ai dit là. Excuse-moi. Ah non, c'est sur Noot. Mais bref, c'est. Excuse-nous. Euh, On va raid quelqu'un, je sais pas qui est en raid en ce moment. Il y a Front Android. Ah, Planète de Carreau. Je crois qu'on l'a raid la dernière fois. Je sais plus. Je vais regarder. Je vais voir s'il y a des petites têtes sympathiques qu'on pourrait raid, qu'on raid pas souvent. Euh, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde. Il faudrait vraiment que je refasse une liste de gens à raid. Vous dans le chat, vous avez envie de raid de quelqu'un en particulier? Bonjour, ça fait un bail que j'ai pas regardé l'émission, mais t'as changé Jérôme. Ah bah ça, on me le dit toujours. On nous le dit toujours. Merci en tout cas beaucoup à tous d'avoir suivi ce mug. J'espère qu'il vous aura plu. Nous, je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve. Je sais pas si je referai un mug en 2022. Donc, j'irai peut-être vous dire, peut-être à 2023. Avec un petit peu de chance, on se reverra sans doute plus tôt. N'oubliez pas ce soir, live contributeur. Et bah voilà, restez sur la chaîne. On va arrêter quelqu'un pendant le générique. Ciao et merci d'avoir suivi. Le générique de fin, où est-ce qu'il est? Il est là. Ciao.